Bonjour, ça c'est juste pour préciser à vous qui regardez la vidéo, que pendant que les gens ne sont pas encore rentrés là dans la salle, que je vais les accueillir, ces gens-là, dans le sas qui est juste à côté là, pour leur distribuer des pépitos. Mais vous ne le verrez pas, parce que vous restez là et moi je serai là-bas. Donc du coup je vous le précise, comme ça vous ne serez pas perdus quand on reparlera des pépitos plus tard. Bon. Bonsoir. Aussi étrange que cela puisse paraître, je vais commencer par vous parler des parapluies de Cherbourg. J'ai remarqué qu'on avait tendance à confondre les parapluies de Cherbourg avec les Demoiselles de Rochefort. Bon, alors évidemment, les deux films ont été réalisés par Jacques Demy, mais ça n'a quand même pas grand-chose à voir, puisque Les Demoiselles de Rochefort, c'est une comédie musicale. Ce qui implique notamment que les personnages dans le film se mettent à danser. Inopinément, voilà, ils sont tous au coin de la rue comme ça, et pouf, soudainement ils dansent, pour des raisons parfois obscures. Que les parapluies de Cherbourg, ça n'est pas du tout une comédie musicale, puisque personne ne danse à aucun moment. En revanche, tout le monde chante tout le temps, puisque c'est ça la grande audace formelle des parapluies de Cherbourg, c'est que tous les dialogues, sans exception, sont chantés. Et c'est ce qui confère au film son charme évidemment si particulier, c'est ce qui lui a peut-être valu la Palme d'Or à Cannes en 1964, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'en général, les gens adorent les parapluies de Cherbourg, et qu'en particulier, j'adore les parapluies de Cherbourg, et que je n'aime rien tant, il est vrai, que de passer des dimanches après-midi entiers entre amis à se refaire le film en chantant évidemment de larges extraits, et à se remémorer cette histoire poignante. Vous vous souvenez certainement de Geneviève. Dans le film, Geneviève, elle est jeune, elle a 17 ans, elle est incarnée par Catherine Deneuve, dont c'est l'un des tout premiers rôles. Elle est toute fraîche, belle et innocente, et elle est terriblement amoureuse de Guy. Guy, lui, il est garagiste, il est lui aussi tout frais, beau et innocent, et donc il travaille au garage du port chez Aubin, et il est lui aussi très amoureux de Geneviève. Donc c'est super, ça se passe très bien. Et cette relation ardente entre les deux jeunes gens n'est pas vue d'un très bon œil, loin s'en faut, par Madame Emery, qui est donc la mère célibataire de Geneviève, qui tient aussi le fameux magasin des parapluies de Cherbourg. C'est-à-dire qu'elle vend des parapluies donc, à Cherbourg, évidemment. Et alors on apprend qu'elle a des petits problèmes financiers. Sur ces entrefaits arrive Roland Cassard, un négociant en diamant, qui est jeune diamantaire, quoi, très élégant, très chic, lui aussi très beau, décidément, bref. Et tout se complique très vite, puisque Guy reçoit soudainement un ordre de mission. Il doit aller faire son service militaire en Algérie pendant 2 ans. 2 ans d'absence, quoi. C'est le déchirement entre Geneviève et Guy. 2 ans, non, je ne pourrai pas, mon amour, il faudra pourtant que je parte. Et patatras, catastrophe, Geneviève tombe enceinte de Guy la veille de son départ. Donc lui, il est parti pendant 2 ans, elle reste là, elle est enceinte, elle a 17 ans, elle est célibataire, nous sommes en 1958, Madame Emery va commencer à paniquer sévèrement, et Roland Cassard en profite comme par hasard pour tomber lui aussi éperdument amoureux de Geneviève. Bref, ça fait un sac de nœuds pas possible, et vous savez quoi, je suis en train de me dire, ce serait quand même dommage qu'on n'en profite pas pour se faire quand même un petit extrait, non ? Imaginez que voilà, on est ici dans le magasin des parapluies de Cherbourg, on aurait la porte d'entrée ici, la vitrine à laquelle sont suspendus les parapluies, le comptoir qui est là avec Madame Emery qui est derrière et qui fait de la couture. Geneviève, elle est là, elle s'affaire, on a l'impression qu'elle s'apprête à partir, ce qui est étrange parce qu'elle avait promis à sa mère de rester avec elle pour attendre Roland Cassard, le diamantaire, qui doit venir leur remettre un gros chèque en l'échange du collier de famille de Madame Emery pour les tirer d'embarras, puisque vous vous souvenez qu'elles doivent payer 80 000 francs avant le 15. Quelle heure est-il? 6h15. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore venu? Peut-être un escroc. Il t'aura fait marcher. Tu divagues, mais qu'est-ce que tu as? Rien, maman. Alors reste tranquille. Où vas-tu? Je vais voir Guy. Je t'interdis de revoir ce garçon. Reste là.
Je ne voudrais pas, maman, te manquer de respect. C'est encore heureux, mais j'irai. Tu resteras là. Padatoum, dandili, dadam. D'ailleurs, monsieur Cassard ne tardera pas et j'aimerais que tu assistes à cet entretien. Pourquoi? Parce que c'est un escroc, comme tu dis. Nous nous défendrons mieux à deux. Et tu t'imagines que nous serons assez futés? Je ne sais pas, mais reste là. Je ne peux pas, ne t'en vas pas, je ne veux pas que tu sortes. Geneviève! Geneviève sort en claquant la porte. Une voiture noire se gare en face du magasin. Madame Emery s'effondre en pleurant derrière son comptoir. Roland Cassard sort de la voiture. Il entre dans le magasin. Je ne vous attendais plus. Vous pleurez, ce n'est rien. Il y a des moments où je n'ai plus le courage de faire face à mes ennuis, à mes dettes. Ne suis-je pas venu pour vous aider? Et on a tendance, me semble-t-il, à être un peu sévère avec Roland Cassard. On lui prête de mauvaises intentions. Il est louche. En fait, pas du tout. Je veux dire, je sais pas. Pour moi, il me paraît honnête. J'ai l'impression que c'est un chic type. Il ne veut que le bonheur de Geneviève. Je le crois sincère. Et c'est ça qui est terrible dans les parapluies de Cherbourg. En réalité, c'est que, au fond, il n'y a pas de méchant. Et pourtant, ça finit très mal. Bref. Un jour, quelqu'un me dit comme ça, ah tiens, ce truc des parapluies de Cherbourg, plutôt que dans les goûters du dimanche après-midi, ne voudrais-tu pas venir le faire dans un vrai théâtre en face d'un vrai public? Ce à quoi j'ai répondu, ah tiens, pourquoi pas. Et en fait, ça s'est un petit peu emballé, et puis c'est devenu rapidement un vrai projet auquel on a alloué du temps, des moyens, donc budget, planning, etc. On a résolu de faire les choses dans les règles, et du coup, j'ai introduit une demande d'autorisation d'adaptation des parapluies de Cherbourg auprès des ayants droit de Jacques Demy, c'est-à-dire ses enfants, donc Rosalie Varda Demy et Mathieu Demy. Quelques mois se sont écoulés avant que nous ne recevions la réponse qui était négative. C'était un refus, voilà, on n'avait pas les droits. Et ben, figurez-vous qu'à ce moment-là, c'était une excellente nouvelle. Parce que dans l'intervalle, le doute s'était sérieusement installé de mon côté. Je me disais, les parapluies de Cherbourg, bien sûr, oui, tout seul. Quelle heure est-il? 6h15 pendant 1 heure. Enfin bon, ça me paraissait en tout cas beaucoup mieux adapté au goûter du dimanche après-midi. Et puis, quelle frustration de consacrer du temps et de l'énergie à ce projet au final assez moyennement motivant, quand de l'autre côté, dans les tiroirs, j'en avais bien d'autres, des projets qui m'excitaient bien davantage. Et notamment, tout en haut de la pile, il y avait un projet relativement indéfini sur les droits d'auteur, auquel je languissais depuis belle lurette de m'atteler, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé ni contexte adéquat, ni temps disponible. Et donc, soudain, miracle, si vous voulez, le refus providentiel des droits des parapluies m'offrait à la fois le prétexte idéal pour abandonner ce projet qui, de toute façon, sentait un peu le sapin, et pour embrayer d'une élégante pirouette, que je suis d'ailleurs en train de réexécuter ici, devant vos yeux, là, regardez, hop, hack, et paf, sur ce projet, sur les droits d'auteur. Et du coup, eh bien, ce projet, le voici. Ou plutôt, non. Ne le voici pas. Dans la mesure où, mettons, ce ne serait pas vraiment un projet, et ce serait plus, mettons, une randonnée. Regardez, on va essayer de se représenter les droits d'auteur comme un massif montagnard. Des crêtes, des plateaux, des alpages, des forêts, des torrents, bref, des vallées. Voilà, un massif montagneux dans lequel je vous propose que l'on se promène, voilà, là, pendant 1 heure, un peu plus. Je voulais juste vous préciser que je n'ai pas de formation et encore moins de diplôme d'accompagnateur moyenne montagne. Je suis vraiment juste un promeneur du dimanche, quoi, si vous voulez, donc un amateur de randonnée conceptuelle, comme ça. Et puis, c'est ça, c'est pour vous dire que j'ai aucune compétence en matière de droit, d'économie, de philosophie. Mais le truc, c'est que j'aime beaucoup cet endroit. Voilà, ce massif des droits d'auteur qui, de prime abord, c'est vrai, paraît un peu austère. Mais vous allez voir que voilà, il y a vraiment des beaux coins et on va regarder de très très beaux panoramas. Bon. Donc là, ce qui vient de se passer, en gros, c'est qu'on a fait un petit peu la route ensemble et puis j'en ai profité pour vous raconter la petite histoire des parapluies de Cherbourg dans la voiture.
Et puis maintenant qu'on s'est garé sur le parking, on va pouvoir se mettre en route, on va pouvoir se mettre en chemin. Et ce qui est frappant, quand on commence à marcher sur le sentier aux abords de cet imposant massif, c'est la vue qui s'offre à nous, qui est nulle en fait, qui est lamentable, on ne voit rien du tout, pour la bonne raison qu'il y a tout le temps du brouillard. Le massif des droits d'auteur est nimbé d'un épais brouillard juridique qui se combine bien souvent avec une légère brume philosophique. Eh bien, ça nous donne un premier objectif. On va donc tâcher de s'extraire de cette brume et de ce brouillard en se posant deux questions de base. Les droits d'auteur, comment ça fonctionne? Et peut-être au préalable, les droits d'auteur, à quoi ça sert au juste? Allons-y. Alors les droits d'auteur, à quoi ça sert? Eh bien, pour le comprendre, je vous propose de remonter le temps pour se plonger dans le contexte historique de leur apparition, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. On est au tout début du XVIIIe siècle en Europe. Waouh, que se passe-t-il? Waouh, c'est l'effervescence, c'est l'ébullition, c'est le branle-bas de combat. Bah oui, c'est le siècle des Lumières. Ah ouais, d'accord, donc effectivement, le branle-bas de combat intellectuel, chamboulement philosophique, c'est l'avènement de la raison, de la connaissance, de l'art, de la culture, qui sont autant de torches flamboyantes qui viennent illuminer une population qui était auparavant réduite à ramper dans les bas-fonds humides et dégoûtants de l'ignorance. Des torches qui vont repousser l'obscurantisme jusque dans les recoins de la société. Alors qu'est-ce qui fait que ces gens qui finalement se complaisaient pas mal dans les bas-fonds humides et dégoûtants depuis des centaines d'années ont soudainement envie d'allumer des torches un peu partout? Eh bien, ce qui change la donne, vraisemblablement à l'époque, c'est l'arrivée de l'imprimerie. La presse à imprimer, ça en fait c'est quand même déjà une assez vieille histoire parce qu'on en parle depuis un bon millénaire en fait en Asie, au Moyen-Orient, etc. Gutenberg a bien perfectionné le procédé, mais il y a déjà 2 siècles. Et après, il y a eu un lent développement, une lente maturation technique qui n'aboutait finalement que là, maintenant, paf, début 18e, à l'explosion du nombre de presses en Europe. Donc chaque ville moyenne européenne dispose à présent de sa presse à imprimer et on observe une augmentation phénoménale de la capacité de reproduction des livres, quoi, des œuvres imprimées, tac, 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 tac. Donc le livre devient peu à peu un bien de consommation courante. Il y a de plus en plus de lecteurs et de lectrices, et donc les gens veulent lire des trucs, c'est-à-dire qu'on va observer une augmentation de la demande de littérature qui va induire corrélativement une augmentation de l'offre, c'est-à-dire que toute une génération de jeunes gens va décider d'embrasser la profession d'auteur, de devenir travailleurs, créateurs et créatrices et travailleuses intellectuelles. Waouh! C'est le bouillonnement, quoi. Intellectuel, blablabla. Un bouillonnement qui d'ailleurs va tout changer, enfin va faire émerger des questionnements sensibles à tous les plans de la société, on le sait, économique, politique, culturel, et donc en particulier sur la question justement de la place de ces auteurs, la place, le rôle et la fonction des auteurs, des artistes auteurs dans la société, des auteurs qui jusque-là étaient quand même fort mal lotis. En termes de rémunération, ils avaient par exemple le choix entre en gros 2 statuts assez peu enviable. On avait d'un côté le mécénat, et de l'autre le bénévolat, pur et simple. Ah, bon. En termes de fonction sociale, ils étaient volontiers considérés comme des messagers de la parole divine. C'est-à-dire que donc Dieu leur chuchotait des trucs à l'oreille, et eux étaient chargés de mettre ça en forme. Donc voilà, hop, une image, un cantique, sculpture, ou qu'est-ce. C'était de bêtes intermédiaires, en fait, entre lui et nous autres. Bon. Mais alors, à la faveur donc, de tout ce chamboulement et ce bouillonnement intellectuel, un certain nombre d'auteurs vont commencer à élever un petit peu la voix. Parmi eux, je vais vous demander d'accueillir Denis Diderot avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors Denis Diderot, écrivain, philosophe, rédacteur de la fameuse encyclopédie avec d'Alembert. Donc Denis Diderot, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Bah non, ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est ridicule cette histoire de messager de la parole divine. Enfin, j'en sais rien. Moi, je vais vous expliquer en fait comment ça marche. Les idées, c'est moi qui les ai tout seul. C'est moi qui les mets en forme. Voilà. Et donc, à ce titre, j'estime mériter un minimum
de considération et de reconnaissance pour mon travail. Merde. Oh là, oui, d'accord. Enfin bon, donc, voilà, il est fort mécontent. Et c'est un mécontentement qui va trouver un certain écho auprès de ses contemporains. Et du coup, ils vont avoir tout fait de former une sorte de groupe de vaillants pionniers et de vaillantes pionnières qui vont, en gros, tailler un petit chemin dans la jungle. Voilà, ils sont armés de la machette de la raison et ils vont tailler un petit chemin philosophico-éthico-politique dans la jungle idéologico-moralo-religieuse de l'époque. Et en gros, ça se passe comme ça fait, allez, on y va, ouais, grave, oh, regardez, il y a un truc là, un premier argument, une première observation. Le savoir, la connaissance, l'art, la culture, tout ça est primordial pour le développement humain. Oh, ouais, c'est pas mal. Attends, regarde, on dirait que ça continue. Ah ouais, vas-y, ouais, trouve. Ah ouais, regarde. Donc, il faut encourager le travail de création intellectuelle. Wow. Allez, vas-y, encore là, ouais, trouve. Donc, il faut rémunérer les auteurs. Wow. Alors, attendez, on va rebrousser chemin maintenant. Rémunérer les auteurs pour encourager le travail de création intellectuelle parce que c'est primordial pour le développement humain. Wow. Alors ce petit chemin laborieusement défriché à l'époque dans la jungle, aujourd'hui on l'a élargi, on l'a aménagé, c'est devenu une véritable autoroute philosophique qu'on emprunte tous et toutes tous les jours. Ce qui est une façon de dire qu'on a largement hérité de cet argument philosophique des Lumières. C'est devenu en fait même ultra consensuel. Je gage qu'on est probablement tous et toutes d'accord avec ça aujourd'hui. Ça nous paraît même d'une évidence un peu bête, quoi. Bah oui, évidemment, il faut rémunérer les auteurs. Parce que bien sûr, il faut encourager le travail de création intellectuelle. Parce que, bah ouais, c'est primordial pour le développement humain. C'est vrai, quoi. Bon, en tout cas, en ce début de XVIIIe siècle, on en est là. On a trouvé ce truc dans la jungle. Il faut rémunérer les auteurs, c'est hyper important, c'est même super urgent. Bah, du coup, on va l'ajouter à la liste de tâches de l'humanité, la grande to-do list de l'humanité qui est déjà bien fournie parce qu'on a des trucs comme abolir l'esclavage, installer la démocratie, découvrir la pénicilline, enfin bref. Machin. Bon voilà, donc on ajoute rémunérer les auteurs. Rémunérer les auteurs. Urgent, ouais, bien sûr. Urgent. Ok, qui s'en occupe ? Toi. Ok, groupe de travail, c'est parti. Brainstorming. Alors, rémunérer les auteurs. Comment on va faire ? Attendez, mais c'est pas facile. Bon, alors bref, voilà, les discussions vont bon train et le brainstorming, ma foi, est global. Enfin bon, surtout en Europe et donc en particulier en France, en Allemagne et en Angleterre. En Angleterre, Londres. Début XVIIIe siècle. Je vous propose un petit travelling aérien au-dessus du Londres du début XVIIIe. Wow. J'adore les travelling aériens. Donc là, imaginez, on a des volutes de fumée qui s'échappent de bicoques en bois, aux planches disjointes, peut-être qui se mêlent au brouillard ambiant, avec des ruelles pavées. Bref, chacun se débrouille avec sa vision du Londres du début XVIIIe. La caméra s'approche d'une vaste demeure et passe à travers la fenêtre. Y avait-il seulement des fenêtres à l'époque ? Je ne sais pas, et Wikipédia n'est pas très clair à ce sujet. Bref, et on pénètre dans un vaste salon cossu, richement meublé, et puis il y a des groupes de gentlemen qui conversent aimablement, comme ça, en arpentant l'espace et en faisant craquer le plancher. Bref. Si on avait été à ce moment-là, à cet endroit-là, on aurait peut-être entendu une conversation telle que celle-ci, que je vais tâcher de vous faire en version originale pour qu'on s'imprègne de l'atmosphère de l'époque. Listen here, damn it! We have to find a jolly good way to remunerate authors, don't you think? Bon, il faut qu'on trouve un système de rémunération pour les auteurs, là, ça suffit, quoi. Right, you are. We have to find something authors can sell, but not just a one manuscript, what? Et oui, il faudrait que les auteurs puissent vendre quelque chose, et pas seulement le manuscrit original, bien sûr. Good Lord, I think I have an idea. Bon sang, je crois que j'ai une idée. How about we prohibit the use of works? Et si on interdisait l'exploitation des œuvres? I beg your pardon?
Pardon? Comment? And the authors would have the exclusive right to lift this prohibition. Et les auteurs auraient le droit exclusif de lever cette interdiction d'exploitation. I'm sorry, old boy, I don't quite follow. Alors là, on comprend quand même rien du tout à ton truc. And this right would be transferable. They can bloody well sell it. Et ce droit, il serait cessible. Les auteurs pourraient le vendre. That's exceedingly clever. Oh, mais dis donc, c'est terriblement astucieux. But I say, Johnson, isn't there rather a paradox here? Mais dis donc, Johnson, n'y aurait-il pas un paradoxe dans votre proposition? If I'm not mistaken, the original intention was to encourage intellectual creation along with the flowering and thus the circulation of works and what have you. Et oui, l'intention initiale était certes d'encourager la production, mais aussi la circulation des œuvres et des idées. Qu'est-ce qu'on a ici? A system here, it seems to me, essentially prohibit the use and thus the circulation of works. How about public interest in that case? Ah oui, là, une interdiction d'exploitation aurait tendance à cruellement entraver la circulation des œuvres. Qu'en est-il de l'intérêt public? By Jove, I hadn't thought about that. Very interesting indeed. Fichtre, je n'y avais pas songé. Well, what do you say to this? Let's say the prohibition is temporary. Admettons que maintenant, l'interdiction soit temporaire. Meaning after a certain time period, let's say 14 years, donc après un truc comme, mettons, 14 ans, the use of work isn't prohibited anymore, l'exploitation des œuvres n'est plus interdite pour personne, and we can all have a bloody good time with free and unlimited access to the works. Et on peut tous bénéficier d'un accès libre, permanent et illimité aux œuvres. Eh, best of both worlds, don't you think? Le compromis idéal, là, quand même, non? Rather, oui, c'est vrai, tiens, oui, c'est pas mal. Et alors là, paf, l'air de rien, sur le ton de la conversation badine, nos petits amis londoniens viennent de jeter les bases d'un système de rémunération pour les auteurs. Denis Diderot, vous êtes satisfait? Oh mon Dieu, je suis désolé, j'écoutais pas. Oh, je suis vraiment désolé, ça m'arrive super souvent. Au début j'écoutais, puis ça m'a fait penser à autre chose, et voilà. Pardon. Écoutez, je vous fais confiance pour ce qui est de la rémunération. Le truc, c'est que moi, j'étais en train de me dire, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ouais, les œuvres, c'est moi qui les fais. Là, je vous disais ça. En fait, c'est même plus que ça. C'est vraiment, j'y mets tout, quoi. C'est presque une part de moi-même. On pourrait presque dire que je les enfante. Bon, bref, et vous vous souvenez, on s'était mis d'accord dans la loi qu'on n'avait pas le droit de me taper ou de m'insulter, voilà, que je mérite le respect en tant que personne physique, vous vous souvenez? Je trouve que ça pourrait faire sens d'étendre cette protection à mes œuvres, en tant qu'elles sont une part de moi-même. Je ne sais pas si je suis clair. Oui... Enfin, je sais pas, ouais, pourquoi pas. Non, parce que le truc, c'est que ce serait pas forcément compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'on pourrait juste se dire, oh, bah voilà, on dresse une liste, quoi, de tout ce qui pourrait porter atteinte aux œuvres, et tout ça serait juste interdit. Je sais pas. Oui, pourquoi pas. D'accord, oui, ok, bon, alors on l'ajoute à la liste. Ok, d'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on met? Protéger les œuvres. D'accord, voilà. Protéger les œuvres. Voilà. Urgent, oui, ouais, d'accord. Bon, ok, c'est bon, tout le monde s'est exprimé. Bien, mine de rien, là, on a quand même déjà bien avancé en ce début de XVIIIe siècle parce qu'on a répondu à la question les droits d'auteur, à quoi ça sert, parce qu'on a identifié les problèmes, c'est-à-dire que voilà, ça sert à rémunérer les auteurs et à protéger les œuvres. Et on a même imaginé les dispositifs concrets qui viendraient apporter des solutions à ces problèmes. Autrement dit, on vient de terminer en quelque sorte la phase de conception théorique. On va pouvoir passer à la pratique, on va pouvoir édicter des lois. Alors ici, je pense que c'est le moment idéal pour commencer une petite frise chronologique pour représenter les événements dans l'espace. On pourrait convenir que le pupitre constitue le marqueur du présent.
ici serait 2018, du coup le futur est évidemment plutôt de ce côté-là, et le passé par ici, voilà, passé, voilà, Gutenberg, machin, là, développement technique, paf, les lumières, chamboulement philosophique, il faut rémunérer les auteurs, ok d'accord, mais comment on fait? On pourrait faire comme ça, ah oui, tiens, pas mal, allez, chiche, c'est parti, on y va, tac, passage à l'acte, 1710, ça se passe à Londres, et ça s'appelle le Statute of Anne, et c'est la première incarnation juridique des droits d'auteur dans le monde. Voilà. 1710, naissance du droit d'auteur. Mesdames et messieurs, le droit d'auteur. Et voilà. Et du coup, la frise chronologique. Alors ici, les puristes noteront que je ne fais pas la distinction entre droit d'auteur et copyright, puisqu'en fait, ce qui vient de se passer à Londres en 1710, c'est la naissance du copyright, en réalité, c'est-à-dire la version anglo-saxonne du droit d'auteur. On a coutume de les opposer un petit peu. Bon, en réalité, les deux systèmes sont quand même très similaires conceptuellement et dans les grandes lignes. Et dans le cadre de notre petite randonnée de ce soir, ça ne me paraissait pas illégitime de mettre copyright et droit d'auteur dans le même carton. Bon, voilà. Alors donc, ce qui se passe, c'est que ça a mis un petit peu de temps quand même. Évidemment, ça c'était la première tentative, premier prototype, on pourrait dire. Il a fallu affiner un petit peu le dispositif. Il y avait des trucs qui ne marchaient pas très bien, donc on a fait plusieurs essais. Puis ça a mis aussi pas mal de temps en fait à se répandre dans les autres pays. Et en réalité, en France, ça n'est arrivé que juste après la Révolution française en 1791 ici, quasiment d'ailleurs simultanément aux États-Unis. Et puis voilà, on arrive là déjà au 19e siècle. Et le procédé s'affine, ça devient plus efficace, tant et si bien que ça fait des émules et qu'il y a vraiment de plus en plus de pays dans le monde qui adoptent un système juridique similaire, sur les droits d'auteur, tant et si bien que, voilà, là, on est à la fin du 19e, en 1886, on éprouve le besoin d'harmoniser les pratiques et c'est l'objet de la fameuse Convention de Berne. 1886, première convention de Berne qui a été révisée de nombreuses fois par la suite. Aujourd'hui, il y a plus de 170 pays signataires de cette convention, qui garantit donc à un auteur issu d'un pays signataire de pouvoir faire valoir ses droits dans tous les autres pays signataires. C'est vous dire si maintenant le droit d'auteur est quand même une institution globale, quoi. Et on pourrait faire la remarque qu'à ce moment-là, déjà, fin 19e, ces droits d'auteur qui sont là, fonctionnent déjà de la même façon que ceux que l'on utilise aujourd'hui. Il y a eu quelques adaptations techniques liées aux nouvelles techniques de diffusion des œuvres, mais en gros, ça fonctionne déjà voilà, de la même façon. Et vous allez me dire, ah bah oui, mais alors comment? Ah bah voilà. Comment ça fonctionne? Deuxième question, comment ça marche? Eh ben, je vous propose qu'on fasse un petit peu de mécanique, parce que là, je vous ai démonté un droit d'auteur, vous voyez. Donc ça, ce sont tous les éléments, les rouages quoi, qui composent un droit d'auteur. Je propose qu'on s'amuse à remonter le tout pour voir comment ça s'articule et que l'on commence peut-être par l'élément de base du droit d'auteur, on pourrait dire le châssis ou le socle, qui n'est pas, comme on pourrait le penser, l'auteur, mais bel et bien ceci. C'est l'œuvre de l'esprit. Bien. Alors, on va s'attarder un petit peu là-dessus. Comment ça marche, ce module-là? C'est-à-dire, comment on caractérise une œuvre de l'esprit? Comment la loi fait pour décider qu'un truc est une œuvre de l'esprit, qu'un autre truc n'en est pas? Ça paraît comme ça, d'une complexité aberrante. Figurez-vous que, en simplifiant un tout petit peu, finalement, c'est pas si compliqué, parce qu'on retient deux critères principaux à valider pour qu'un truc issu du réel soit considéré comme une œuvre de l'esprit au regard de la loi. Et en plus, le premier de ces deux critères est d'une simplicité évangélique, puisqu'il s'agit de la matérialité de la forme. C'est-à-dire que ce truc doit avoir une forme qui doit être perceptible par les sens, par opposition aux idées pures. Donc vous voyez, là on a les idées pures qui flottent dans une espèce de monde éthéré des idées. Et donc quelqu'un, action humaine,
doit se saisir de quelques idées et leur donner une forme qui doit être, tac, tac, perceptible par les sens. Voilà. Et là, le premier critère est validé. Vous conviendrez avec moi que ça n'est pas sorcier, quand même. Bon. En réalité, tout va se jouer autour du deuxième critère, qui lui est bien plus compliqué, autour d'une notion complexe, voire retorse, voire sulfureuse. Il s'agit de l'originalité. Ce truc doit de surcroît être original. Alors là, pour le coup, l'originalité est un concept un peu évanescent, qui a eu d'ailleurs pas mal tendance à évoluer au cours de son histoire. Aujourd'hui, on tend à la rapprocher du concept de nouveauté, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément de nouveauté pour que ce soit original. Mais on ne peut pas non plus complètement assimiler les deux, parce que un truc nouveau n'est pas forcément original. Enfin, bon. Donc on voit qu'il subsiste une sorte de marge de manœuvre autour de cette notion d'originalité, qui n'est pas sans poser des problèmes d'application très concrets, notamment évidemment au tribunal. Est-ce que ce truc, ce saladier par exemple, est original? Est-ce que ce décapsuleur est original? Ça, ce sont des vrais exemples, hein, bien sûr. Vous avez par exemple la question du seuil d'originalité. À partir de quand un truc est suffisamment original pour intégrer la catégorie des œuvres de l'esprit. Alors à ce sujet, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous un tout petit extrait de ce petit fascicule, ce petit bouquin de vulgarisation juridique qui s'appelle « Droit d'auteur et droit voisin » dans la collection « Droit en action », enfin voilà, de David Forrest, qui nous dit ceci: « Aucun seuil d'originalité n'est fixé, celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Un faible degré d'originalité suffit par conséquent à conférer une protection. » Alors, je vous propose qu'on prenne tout de suite un petit exemple. Voilà, mon dessin. C'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté mon dessin, sous l'égide duquel je voulais un petit peu placer mon intervention de ce soir, parce que on se rend compte que quand on manipule des grandes questions juridiques, philosophiques, tout ça, économiques, au final, bien souvent, on est confronté à des choix moraux, en fin de compte. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est acceptable, souhaitable, moralement? Et dans ces cas-là, en général, il y a bien trois alternatives. C'est soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est pas clair. Voilà. Et donc voilà, time to choose, l'heure du choix. Bref, donc ce dessin est-il une œuvre de l'esprit? Alors on reprend la fiche de critères. Petit 1, est-ce qu'il est perceptible par les sens? C'est trivial, cric-croc. Petit 2, est-ce qu'il est original? Est-ce qu'il atteint un faible degré d'originalité? Ah, merci. Tac, tac. Ok, je le pense également. Je ne sais pas seulement pour la démonstration, je crois vraiment qu'il est pas mal original. Bon, cric-croc, les deux critères sont validés. Paf, le dessin est une œuvre de l'esprit. Et voilà, c'est terminé. Incroyable, non? Enfin, je sais pas. Moi, je m'en faisais toute une histoire. Ben voilà, on sait, vous savez à présent caractériser une œuvre de l'esprit, décider ce qui est une œuvre de l'esprit ou ce qui n'en est pas. Je vous disais que l'œuvre est un peu le support du droit d'auteur. C'est-à-dire que le droit d'auteur, regardez, va s'appliquer à l'œuvre de cette façon. Hop, tac, ah. Et regardez, justement, c'est l'occasion de constater que, paf, effectivement, c'est automatique. C'est-à-dire que dès que l'œuvre est une œuvre, cric-croc, paf, elle est automatiquement protégée par les droits d'auteur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condition supplémentaire, aucun critère supplémentaire, des critères de qualité, par exemple, que ce truc soit beau ou moche, intéressant, pas intéressant, ça n'entre pas en ligne de compte. Il suffit que ce soit original. Que ce truc ait été destiné à être une œuvre de l'esprit ou toute autre chose, comme un décapsuleur ou un saladier, ça n'entre pas en ligne de compte. Si c'est original, c'est une œuvre, elle est protégée. Ce genre de truc. Pas besoin de déposer l'œuvre comme on croit souvent. Le dépôt peut être utile pour prouver l'antériorité de la création, mais n'est pas requis pour déclencher la protection. Pas besoin de mettre un petit C dans un rond sur le truc ou à côté. Déjà, ça n'avait pas de valeur juridique en Europe parce que c'était que dans les pays anglo-saxons, mais en plus maintenant, la Convention de Berne impose une absence de conditions. Du coup, même maintenant aux États-Unis, ça ne sert plus à rien de le mettre. C'est génial, on va pouvoir arrêter d'en mettre partout. Bref. Bon. Voilà, donc là, on a un peu fait le tour de l'objet de la protection, donc l'œuvre, et des conditions, il n'y en a pas.
Bien, maintenant, la protection elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour une œuvre d'être protégée par les droits d'auteur? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce carton-là? Eh bien, on avait identifié deux problèmes, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il y avait le problème de la rémunération des auteurs et le problème de la protection des œuvres. Eh bien, on va avoir deux dispositifs distincts. On va avoir ici le droit patrimonial qui va s'occuper de la rémunération des auteurs. Et ici, on va avoir le droit moral qui va s'occuper de la protection des œuvres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien sur le schéma que les deux dispositifs sont distincts et autonomes. Et quand on opère cette distinction, en fait, il y a déjà une bonne partie du brouillard juridique qui se dissipe, parce que c'est bien souvent l'amalgame entre ces deux dispositifs, ces deux fonctions distinctes du droit d'auteur, qui crée cette confusion. Bien, je vous propose qu'on commence tout de suite par le droit moral, parce que c'est le plus simple. La protection des œuvres, protection symbolique. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, Denis Diderot lui-même nous avait suggéré tout à l'heure de dresser une liste, vous vous souvenez, de trucs qui pourraient porter atteinte aux œuvres. Alors, typiquement, on va avoir des trucs, ça ce sont les atteintes matérielles. Destruction, dégradation, donc péter des trucs au marteau, donner un coup de cutter dans une toile de peinture, même si elle vous appartient, vous voyez? Schrick. Ah oui, alors on perçoit effectivement, il y a un petit frottement moral. Bon, ok, donc on décide que c'est peut-être pas bien, on va l'interdire. Ça, ce sont les atteintes spirituelles cette fois, c'est-à-dire trahison de l'esprit de l'œuvre, recontextualisation abusive. Ouais. Bon. Et ça, ce sont les atteintes au lien de paternité, comme on dit, c'est-à-dire le lien qui unit l'œuvre à son auteur, typiquement usurpation de paternité. Donc c'est dire c'est moi qui l'ai fait alors que c'est pas toi qui l'as fait. Ça pareil, on perçoit. Mais en fait, dans la vie, c'est pareil. Je veux dire que si c'est pas toi qui as fait la vaisselle et tu dis ah tiens c'est moi qui ai fait la vaisselle, on sent bien le problème moral, quoi. Bon, du coup tout ça, on a décidé que c'était pas bien. Et du coup, on va tout simplement interdire. Voilà, hop, regardez, ça c'est une petite astuce pour représenter l'interdiction. Hop, le carton est clos, c'est interdit. Voilà. Et ma foi, figurez-vous qu'on a déjà fait le tour du droit moral, ça fonctionne juste comme ça. C'est quand même effectivement vraiment pas si compliqué. On va juste vite fait prendre un exemple. Donc ce dessin qui n'est en fait pas le mien. C'est-à-dire que c'est l'œuvre d'un artiste britannique qui s'appelle David Shrigley, qui est en fait vraiment pas mal connu. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir parce qu'il fait des dessins que moi je trouve super. Donc là, j'ai enfreint la loi de deux façons différentes en réalité. Donc, premièrement, j'ai prétendu être l'auteur de ce truc, ce qui est inexact. J'ai usurpé la paternité de David Shrigley. D'ailleurs, tiens, on pourrait s'étonner du choix du vocable paternité pour désigner le lien qui unit l'œuvre à son auteur, quand tout à l'heure on parlait d'enfanter les œuvres, vous voyez. On pourrait peut-être plutôt appeler ça le lien de maternité, ce serait peut-être plus juste. Donc du coup, voilà, là j'ai usurpé la maternité de David Shrigley. Et par ailleurs, j'ai moi-même redessiné en fait le truc sur cette feuille de papier, et j'en ai profité pour faire quelques petites modifications que je jugeais de bonne aloi. On pourrait arguer que ce faisant, j'ai peut-être dénaturé l'œuvre, j'ai peut-être trahi son esprit sans l'autorisation de l'auteur. C'est illégal et ça tombe sous le coup du droit moral. Voilà. Bien, bon, voilà. Alors effectivement, ça c'était le plus simple. Maintenant, on va passer au droit patrimonial, la rémunération des auteurs, qui est un peu plus technique, mais aussi un petit peu plus croustillant, notamment parce que là, il y a de l'argent en jeu. Bah oui, rémunération, argent. Alors que dans le droit moral, rien du tout. C'est-à-dire que le droit moral, lui, il est incessible. On n'a pas le droit de le vendre, donc c'est purement symbolique, quoi. Il n'y a jamais d'argent en jeu là-dedans. Alors le droit patrimonial, vous vous souvenez tout à l'heure, on a vu cette suggestion de commencer par interdire l'exploitation des œuvres. C'est étrange, mais bon, c'était la première étape. Alors faisons ça d'abord. Interdisons l'exploitation des œuvres. Alors au préalable, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'exploiter une œuvre. Bon, exploiter une œuvre, c'est probablement mettre l'œuvre à disposition du public, des usagers. Donc mettre le livre à disposition du lecteur, mettre le spectacle à disposition des spectateurs, en général moyennant finance. Alors ça
ça s'est avéré un petit peu difficile à circonscrire, à contrôler. Et du coup, le législateur a trouvé cette astuce de se focaliser sur les procédés de médiation. Regardez, les voici. C'est-à-dire qu'en observant le circuit, on a vu, voilà, ici il y a une œuvre, et là, il y a le public. Et on s'est aperçu que pour que l'œuvre parvienne jusqu'au public, il fallait forcément avoir recours soit à un procédé de reproduction, soit à un procédé de représentation. Ouais, ça se conçoit aussi assez facilement. Reproduction, c'est donc fixation de l'œuvre sur un support physique et distribution du support. Représentation, c'est présentation directe de l'œuvre au public. Ça a un petit peu évolué avec les techniques de diffusion. Donc on considère par exemple que la radiodiffusion ou la télédiffusion sont des formes de représentation, comme le streaming par exemple. Bon. Ce qui est terriblement astucieux, c'est qu'en dehors du recours à ces deux procédés, il est rigoureusement impossible pour une œuvre de parvenir jusqu'à un public. Imaginez par exemple, vous, dans quelles circonstances vous pourriez écouter, mettons, un morceau de musique sans le recours à la reproduction ou à la représentation. C'est impossible. Il faut forcément avoir un support physique qui peut être votre téléphone ou, je ne sais pas, un ordinateur, un lecteur MP3, un disque, bref, une cassette, tiens, pourquoi pas, ou que ce soit joué devant vous par un musicien ou via la radio, la télé ou le streaming. Bref, on voulait interdire l'exploitation des œuvres. Eh bien, super pratique, il suffit juste d'interdire le recours à ces deux procédés. Donc voilà, on va interdire la représentation et la reproduction. Tac, pif, paf, pouf, pif, paf, hop. Et voilà. Enfin, bon, voilà. Je veux dire, là, on a interdit l'exploitation des œuvres. C'est pas ce qu'on voulait faire à la base, on voulait rémunérer les auteurs. Ah oui, voilà. Et donc, c'est là qu'intervient le fameux droit exclusif de l'auteur. L'auteur dispose du droit exclusif, c'est-à-dire au début, il n'y a que lui qui en dispose, droit exclusif de lever donc cette interdiction et d'accéder librement à la reproduction et la représentation de son œuvre. Et ce droit exclusif, il est cessible. Les auteurs peuvent vendre leur cutter. Ou plus exactement, ils peuvent réaliser des duplicata de cutter, des duplicata qui ne marchent d'ailleurs que pour un territoire ou une période donnée. Et le produit de la vente des duplicata de leur cutter d'auteur, constitue la rémunération de leur travail. Exemple, vous aurez remarqué que « Ah tiens, j'ai oublié un truc. Ah c'est marrant. Ah ben c'est marrant parce qu'en plus c'est le truc que je voulais enlever. » Ça tombe bien. Mais du coup, j'ai oublié de prendre l'exemple. Quand même. Alors du coup, je rembobine un tout petit peu. Mais parce que, oui, que suis-je en train de faire devant vos yeux depuis tout à l'heure ? Je suis hyper content de l'avoir oublié, mais sauf que maintenant, ça me pose un problème. Mais bon, bref, que suis-je en train de faire devant vos yeux depuis tout à l'heure ? Je suis en train de me saisir de quelques idées qui flottent et de leur donner une forme qui est manifestement perceptible par les sens, puisque je vois bien que vous êtes en train de percevoir avec vos sens la forme que je suis en train de donner à ces idées qui flottent. Donc le premier critère est validé, cric-croc. Alors maintenant, est-ce que ça se maintient péniblement au-dessus du faible degré d'originalité, tout ça ? Mettons, pour les besoins de la démonstration, oui, cric-croc. Donc les deux critères sont validés, et du coup, regardez, tout ceci, c'est une œuvre de l'esprit. Ah, voilà. Et du coup, voilà, bon, après, c'était pour faire un autre truc, c'était pour dire à partir de quand l'œuvre est protégée. Elle est protégée instantanément au moment où la forme apparaît, au moment où la forme est divulguée, dévoilée, publiée. Elle apparaît publiquement, elle est automatiquement, instantanément protégée. Et après, je fais des blagues en faisant ça c'est protégé, ça, mais... Bon, le genre de truc, quoi. Bon, mais du coup, voilà. Du coup, là, je reviens pour dire exemple. Là, je reviens. On en était à la rémunération. Exemple. Prenons un exemple. Vous aurez remarqué que là, depuis tout à l'heure, on a recours au procédé de représentation pour que mon œuvre de l'esprit parvienne jusqu'à vos yeux et à vos oreilles. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce soir, en qualité d'auteur, j'ai vendu une copie de mon cutter
à l'organisateur de la soirée, c'est-à-dire au CND, et que le produit de la vente de cette copie de Cutter pour ce soir constitue la rémunération de mon travail d'auteur. Autrement dit, ça fonctionne. Incroyable. On n'aurait pas parié, peut-être. Petite précision, ce soir, je suis aussi rémunéré pour mon travail d'interprète. Mais ça n'est pas du tout le même travail, pourrait-on dire, et ça n'est pas du tout non plus le même mode de rémunération, puisque là, je suis bêtement salarié aujourd'hui. Bon. Alors, il reste un caractère essentiel du droit patrimonial à évoquer, c'est le délai légal de protection. On se souvient de l'objection tout à l'heure de Sir Bannister qui disait « Oui, mais enfin bon, on va pas, enfin, si le carton est fermé comme ça tout le temps, ça va entraver la circulation des œuvres. » C'est vrai. Bon, alors oui, c'est vrai, on s'est dit « D'accord, mais alors cet état de fait est temporaire. » C'est un compromis. C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine période, le délai légal de protection, eh bien, c'est là qu'on dit l'œuvre tombe dans le domaine public. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on ouvre le carton pour tout le monde, et tout le monde peut accéder librement à la reproduction, à la représentation des œuvres. Voilà. En réalité, ce qui se passe à l'expiration du délai légal de protection, c'est carrément tout le droit patrimonial qui s'évanouit, quoi. Et d'ailleurs, on remarque qu'à ce moment-là, le droit moral, lui, subsiste. Puisqu'il est imprescriptible, lui, il ne s'éteint jamais, on n'a jamais le droit de trahir l'esprit d'une œuvre ou de donner un coup de cutter dans une toile de peinture, même si elle a 1000 ans. Précisons cependant que c'est une exception française. Dans les autres pays, le droit moral, lui, il disparaît en même temps que le droit patrimonial. Bref. Et alors, du coup, ce délai légal de protection, il n'a cessé de s'allonger au cours de son histoire. Au début, on l'avait fixé à 14 ans après la création de l'œuvre. Donc, création de l'œuvre, plus 14 ans, pouf, domaine public. En France, ça a commencé à 5 ans, non pas après la création de l'œuvre, mais 5 ans après la mort de l'auteur. Donc, création de l'œuvre, mort de l'auteur, plus 5, pouf, domaine public. Et puis, ça s'est rapidement allongé à 10 ans en 1793, 10 ans après la mort de l'auteur, puis en 1810, 20 ans après la mort de l'auteur, puis en 1856, 54, dommage, 30 ans après la mort de l'auteur, 66, 50 ans après la mort de l'auteur, il a fallu attendre 1995 pour que ce soit allongé une dernière fois à 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui est la durée encore à l'heure actuelle en France et dans plein d'autres pays, notamment les pays européens. 70 ans après la mort de l'auteur, donc on a ici création de l'œuvre. Si on estime qu'un auteur met à peu près 30 ans à mourir après avoir fait un truc, plus 70, ça nous fait voilà, un délai de protection, grosso modo, de 1 siècle. Quoi. Regardez, les parapluies de Cherbourg ont été réalisés en 1964. Jacques Demy, lui, est mort en 1990, plus 70. Et ça nous emmène en 2060. Voilà, donc 1964, 2060, on a effectivement à peu près 1 siècle. 2060, les parapluies de Cherbourg tombent dans le domaine public. Et je n'aurai que 82 ans. Est-ce que vous avez remarqué la blague du micro ? Ouais. Alors, pardon. Non, mais je vais quand même m'y attarder un petit peu parce que pour ceux à qui elle aurait échappé, parce que moi je trouve ça assez hilarant en réalité. Donc voilà, oui. Au début, je fais semblant d'utiliser ces micros-ci qui en réalité ne sont même pas branchés. Et en fait, j'en ai d'autres qui sont savamment dissimulés dans mon vêtement. Vous voyez ? Et du coup, il y a ce moment étrange où je quitte le pupitre et pourtant je continue à être amplifié. Waouh. Ah là là. Bref. Mais en fait, ce qui est cocasse, c'est que, voyez, la blague du micro, on le voit, est perceptible par les sens. Parce qu'il y en a qui l'ont perçu. Alors maintenant, est-ce qu'elle est originale ? C'est peut-être un cas limite. Figurez-vous, pour couper court à tout débat, attention, tenez-vous bien, tout ce qui suit est vrai.
J'ai consulté un avocat spécialisé en droit d'auteur à la tête d'un important cabinet ayant pignon sur rue à Paris, qui m'a assuré s'estimer en mesure de prouver l'originalité de la blague du micro au tribunal. Je vous jure que c'est vrai. Donc, je crois que j'ai toute la légitimité pour cocher aussi la case originalité. Voilà, donc tac, perceptible par licence, elle est originale. La blague du micro est du coup une œuvre de l'esprit. Et du coup, elle est instantanément et automatiquement protégée par le droit d'auteur, ce qui implique notamment, au titre du droit patrimonial, qu'il est interdit d'exploiter la blague du micro. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de copier ou de représenter la blague du micro sans mon autorisation, jusqu'à 70 ans après ma mort. Et si on imagine que je vais essayer quand même de tenir un peu le coup, mettons une 50aine d'années pour peut-être réaliser ce projet en 2060. Donc dans 50 ans, on sera en 2068. Mettons que je meurs en 2068, plus 70, ça nous emmène en 2138. Si l'un ou l'une d'entre vous, ou n'importe qui d'autre, copiez ou représentez la blague du micro avant 2138, moi-même ou mes ayants droit sommes fondés à vous attaquer en justice. Ça s'appelle de la contrefaçon et vous encourez une peine de 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. D'accord ? Mais j'adore les randonnées en montagne. Je vous jure, j'adore ça. C'est la volupté. C'est la volupté totale. Ce qui est saisissant, je trouve, c'est qu'il y a quelque chose à la fois de l'ordre de la monotonie. On est tout le temps en train de marcher sur un sentier. En gros, voilà, c'est toujours un peu pareil. Et pourtant, c'est toujours différent. C'est toujours émaillé de moments différents. Et prenons par exemple celui-ci, regardez, celui-là c'est le moment de la première vraie pause, et donc c'est quand même vraiment un moment particulier, alors qu'on âne depuis l'aube sur des sentiers caillouteux, on a les épaules mouillées de sueur et meurtries par les lanières du sac à dos, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête, allez, paf, on jette le sac à bas comme ça, on détend son dos courbattu et sa nuque endolorie. Et puis soudain, le silence se fait. Il n'y a plus ni le frottement des jambes du pantalon, ni le glouglou de la gourde dans le sac à dos. Et alors du coup, en général, on ferme les yeux, et puis on se rend compte qu'on baigne dans cette espèce d'ambiance sonore hyper vaste, avec de lointains échos de la vallée, et un très léger frémissement de la végétation aux alentours. Et puis on hume cet air piquant de la montagne qui sent la roche lentement tiédie au soleil. Puis en général, c'est le moment où on décide d'aller contempler un petit peu le chemin parcouru. Waouh! On est bien monté là, regardez, on voit le parking avec la voiture. On était là tout à l'heure. Ah waouh! Et puis, vous avez vu, ça c'est quand même déjà bien dégagé quand même. Ne vous avais-je pas promis des panoramas époustouflants? Regardez-moi ça. Waouh! Alors vous voyez cette chaîne là de pics là, tous ces pics qui se succèdent là juste en face. Et bien, tout ça, ce sont toutes les sociétés de perception. Vous voyez, là, il y a la SACEM, la SACD, la SPEDIDAM, l'ADAMI, etc. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça, c'est une très chouette balade. Vous pouvez faire tout l'enchaînement, c'est vraiment très chouette. Vous voyez, on n'ira pas aujourd'hui. Il a fallu faire des choix, tout ça. Bon, voilà. Mais n'hésitez pas. Même chose d'ailleurs pour le plateau qui est là-bas derrière. Ça, c'est le plateau des droits voisins. Donc ça, ce sont les droits de l'interprète, vous voyez, pas de l'auteur, mais de l'interprète. Chouette endroit pour un pique-nique si vous avez l'occasion. Bon,
bah ouais, eh ben oui, alors voilà, on y voit plus clair, ça s'est dégagé. Néanmoins, on constate qu'il y a quand même quelques endroits qui restent un petit peu embrumés. Et là, par exemple, ici, il y a quelque chose, il y a un peu de brouillard. Ce serait peut-être même des fumerolles d'origine volcanique, parce que ça sent un peu le soufre. Ouais. Donc ici, il y a quelque chose de ce côté-là. Puis alors là, ici, regardez, ça vient très clairement du droit moral. Hein. Enfin, je sais pas. Oula, ah ouais, oula, attendez. Donc on va vite ouvrir on va un petit peu ce qui se passe dans le droit moral. Oula, ouais, effectivement. Alors du coup, dans le droit moral, bon, il y a des trucs, ça c'est à peu près ok, ouais. Ça aussi, bon, c'est ça, les atteintes matérielles ou la reconnaissance du travail, le lien de maternité, ouais, bon, effectivement, péter des trucs ou ne pas reconnaître le travail, bon, ça va à peu près, mais alors ça, moi, quelle horreur. Ça, je trouve vraiment que c'est assez fort, bon, je sais pas si, bon, ce sont les atteintes spirituelles. Les atteintes spirituelles, c'est problématique. Et pour en parler, je vous propose de recevoir un autre protagoniste de l'époque, un contemporain de M. Diderot. J'ai nommé le marquis Nicolas de Condorcet. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir Monsieur de Condorcet, je suis ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Donc on ne vous présente plus mathématicien, philosophe, homme politique, écrivain, etc. Vous avez fait plein de choses formidables, mais je crois que ce soir vous êtes là pour nous parler du processus de création peut-être, c'est ça? Oui. Voilà, oui, alors effectivement, je voulais peut-être apporter un contrepoint à la vision de Denis, que je salue, par rapport effectivement au geste artistique. Donc Denis nous disait tout à l'heure que pour lui, voilà, c'est lui qui fait tout, voilà, c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui les mets en forme, machin. Pour moi, le processus artistique est un processus qui est beaucoup plus social qu'individuel, centré sur la figure de l'artiste. C'est-à-dire qu'un artiste seul, qui a grandi tout seul dans la forêt, ne crée pas grand-chose d'intéressant. Il a besoin de s'abreuver à une culture de laquelle il va prélever des éléments, des idées, des fragments d'œuvres préexistantes et avec tout ça, il va faire un travail d'assemblage, il va proposer un nouvel agencement. Et en réalité, ce travail de l'artiste, c'est beaucoup plus finalement un travail de transformation qu'un travail de création ex nihilo. L'artiste est un bête mécanicien, voilà, qui travaille certes avec des idées et des sentiments, mais c'est un travail de mécanique. Alors attention, ne me méprenez pas, ce travail mécanique, il est super important, il est crucial, il est nécessaire, il doit être rémunéré, il doit être reconnu, bien sûr, il doit être justement rémunéré, on est d'accord. Mais pour autant, le produit de ce travail de transformation de l'artiste, donc l'œuvre d'art, de la même façon que les éléments nécessaires à sa construction aient été prélevés du pot commun culturel, eh bien l'œuvre d'art doit retourner dans le pot commun. Et de cette façon, vous voyez, on établit une boucle de génération, parce que la culture va générer les œuvres par l'entremise du travail de l'artiste, et en retour, les œuvres régénèrent la culture. Et du coup, on a cette boucle de génération, régénération, qui est vitale pour l'écosystème. Et vouloir, comme le propose le droit moral, notamment avec les atteintes spirituelles, vouloir arrêter ce mouvement-là, à cet endroit-là, et mettre l'œuvre sous cloche en disant « Stop !» On ne la touche plus, elle est sacrée, c'est le résultat de la volonté sacrée de l'artiste, on ne la touche pas, on n'a pas le droit de la réutiliser non plus. Et bien ça rompt la boucle de régénération et ça pose un problème écosystémique majeur pour la biodiversité des idées et de la culture. Wow. Merci beaucoup. Waouh, j'adore. Merci, voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, je sais que vous avez fort à faire. Je l'adore ce type, il est génial. Bon, voilà, écoutez, il est parti. Waouh, c'est super parce que je trouve que ça a bien aéré, hein, et puis bon, moi ça m'incommode quand même un petit peu, je vais le mettre un petit peu plus loin, mais voilà, donc voilà, ça s'est un petit peu dégagé de ce côté-là, c'est pas mal. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-ci. Parce que là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu enfumé. Il faut clarifier ce qui se passe. C'est les 70 ans après la mort de l'auteur. Alors, c'est vrai que quand on revient au début de la randonnée, vous vous souvenez sur le petit sentier des Lumières, là, on avait dit oui, c'est super important de rémunérer les auteurs pour les encourager à travailler, parce que c'est super important. Je me souviens qu'on était à peu près tous d'accord, il me semble.
Certes, mais alors, en quoi rémunérer un auteur pendant 70 ans après sa mort va l'encourager à travailler ? Autrement dit, à qui bénéficient les droits d'auteur pendant ces 70 ans post-mortem ? Bon, c'est à eux, bien sûr. Eux, ce sont les ayants droit. Les ayants droit, c'est cette catégorie particulière de bénéficiaires du droit d'auteur qui ne sont pas les auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire, en général, à qui les droits ont été légués. Dans ce cas-là, ce sont les héritiers, ou, le plus souvent, vendus. Et dans ce cas-là, ce sont, on pourrait les appeler, des exploitants. OK ? Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que 70 ans d'exploitation après la mort de l'auteur, c'est mathématiquement, quasi systématiquement, beaucoup plus long que la période d'exploitation du vivant de celui-ci, enfin à moins qu'il ait été extrêmement précoce et qu'il ait vécu fort longtemps. Bon, vous voyez ? Donc ça bénéficie plus longtemps, on va dire, aux exploitants, aux héritiers. Tiens, ah oui, c'est marrant, et pourtant on continue à appeler ça le droit d'auteur. En général avec des petits trémolos dans la voix. Peut-être pourrait-on commencer par réfléchir à renommer le dispositif et peut-être l'appeler, dans ce cas-là, le droit des exploitants, des héritiers et, dans une moindre mesure, des auteurs. Donc ça ferait le DEHDUMMA, ce qui est, oui, effectivement un petit peu plus long, mais peut-être un peu plus juste. Mais en fait, d'ailleurs, et tant qu'on y est, ce mouvement qui consiste à mettre en avant fièrement la figure de l'auteur, regardez le droit d'auteur, et à dissimuler assez soigneusement le rôle joué notamment par les exploitants dans le dispositif, donc ce mouvement-là, hop, il n'est à la fois pas innocent, me semble-t-il, et il est surtout quasiment systématique. Quand regardez, on va revenir sur le sentier des Lumières, là, ici, ouais, on avait dit, oui, il faut rémunérer les auteurs, on était tous d'accord. Bon, j'ai présenté ça plusieurs fois comme très consensuel, je crois vraiment que ça l'est, je crois vraiment qu'aujourd'hui, tous et toutes, concernés, pas concernés, spécialistes, pas spécialistes, détracteurs, défenseurs, on peut tous et toutes se retrouver à cet endroit-là, la rémunération des auteurs, et danser la gigue de l'amitié entre les peuples pour dire oui, 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 on veut que les auteurs soient rémunérés. Mais il y a un procédé rhétorique fallacieux, un glissement rhétorique fallacieux qui tend à nous faire croire que parce qu'on est tous d'accord avec ça qu'on pourrait appeler les objectifs, alors on est forcément tous d'accord avec ça qu'on pourrait appeler les moyens. Et ça n'a l'air de rien, en fait, ce truc, mais c'est assez violent. Je crois qu'en fait, on appelle ça aussi une clé de bras morale. Et ça fonctionne toujours de la même façon. On nous dit, écoutez, cher monsieur, vous êtes quand même pour soutenir la création et rémunérer les artistes. Ah ouais, bah alors moi, carrément. Ouais, moi, je suis hyper d'accord avec ça. Aïe, qu'est-ce que vous faites? Aïe. Bon, bah donc vous êtes pour le droit d'auteur, n'est-ce pas? Aïe, oui, non, attendez. Aïe, attendez, parce que... je peux... ok, je suis pour. Ok, je suis pour. Ouh, il est taré, il est fou. Bon. Voilà. Je vais boire un peu d'eau. Je suis prêt à parier. Je suspends. Je suis prêt à parier que certains ou certaines d'entre vous se disent « Il est partial. Il a choisi son camp. » Eh bien, accrochez-vous. Il va y avoir un coup de théâtre. Je vais faire un effort de pondération, vous n'avez pas idée. Ça n'est pas parce que l'argument est fallacieux que les intentions ne sont pas bonnes. Je reformule. Parfois, les gens sont de mauvaise foi, mais pour de bonnes raisons. Et regardez, quand on change un petit peu d'angle de vue sur le dispositif, on pourrait se dire « Ah, peut-être que le droit patrimonial n'est pas un système de rémunération directe des auteurs, comme on nous le vend souvent, mais c'est un problème de packaging. » Bon, bref, ça n'est peut-être pas tant ça, plutôt qu'un système de rémunération, enfin un système qui va garantir aux exploitants des revenus sur le très long terme, pendant longtemps après la mort de l'auteur, mais pour que ces exploitants soient en mesure de rémunérer correctement les auteurs,
de leur vivant. Autrement dit, de leur verser une avance sur l'exploitation à venir pendant longtemps après leur mort de leurs œuvres. Et donc, de cette façon, c'est aussi au bénéfice des auteurs. Ah ben ouais, enfin, ouais, non, si, bah si, pourquoi pas. Alors, mais bon, vous noterez que j'ai quand même dit aussi au bénéfice des auteurs, c'est-à-dire que c'est au bénéfice des auteurs, mais aussi des exploitants. Mais, deuxième effort de pondération, tant qu'on est sur le truc des exploitants, attardons-nous un peu là-dessus. On les appelle les exploitants, là, depuis tout à l'heure, c'est pas très avenant, on pourrait les appeler les intermédiaires. Reprenons le petit circuit qu'on avait, l'œuvre ici et le public là. On pourrait le dire comme ça. On pourrait dire que d'un côté, il y a l'émission du signal artistique. Ça, ce sont les artistes qui font. Et de l'autre côté, il y a la réception du signal artistique. Ça, ce sont les spectateurs, les usagers. Eh bien, entre les deux, il faut qu'il y ait transmission de ce signal. Il faut acheminer les œuvres. C'est pas que les artistes peuvent juste mettre leur truc par terre en espérant qu'un éventuel spectateur passe pour le ramasser. Ah tiens, une œuvre d'art. Non, il faut s'occuper de ça. Et c'est vachement de travail. Regardez, par exemple, depuis tout à l'heure, je suis en train de travailler, moi, et même encore maintenant, à l'émission du signal artistique. Vous êtes en train de travailler à la réception de ce signal. D'ailleurs, ça a toutes les qualités d'un vrai travail, en réalité. Ça vous prend du temps, de l'énergie. On pourrait arguer que ça a une certaine utilité sociale. On pourrait se poser la question de la rémunération de votre travail de spectateur. Malheureusement, ça n'est pas le sujet, mais enfin bon, bref. Et regardez, entre nos deux pôles ici, nous deux, enfin vous et moi, on est en train de travailler. Regardez tout ce travail quasiment invisible maintenant, tout ce travail de transmission qui a été fait depuis déjà longtemps par l'équipe ici du CND, les gens, voilà, l'équipe technique, administrative, de production et machin, et de l'amicale de production, pour que la transmission de mon œuvre de l'esprit s'effectue dans des conditions acceptables de confort et de fluidité. Avouez qu'on serait bien en peine sans tout ce travail qui a été fourni pour que ça se passe bien. Ah, bon. Alors c'est quand même une démonstration que le rôle joué par les intermédiaires, les exploitants, il est non seulement crucial, mais enfin nécessaire, essentiel, tout ce que vous voulez, enfin bon bref, qu'il doit être reconnu et qu'il doit être justement rémunéré. Hein. Alors, si ça, c'est pas de la pondération, je sais pas. Donc c'est normal, en quelque sorte, que ce soit au bénéfice des auteurs et aussi des exploitants, peut-être. En tout cas, c'est pas illogique, quoi. Néanmoins, on se rend compte qu'en dépit du fait qu'on nous vend tout le temps ce truc comme étant au bénéfice des auteurs et de la création, que les exploitants, les intermédiaires, jouent un rôle pivot à la fois dans le circuit de diffusion, mais aussi dans le dispositif des droits d'auteur, et un rôle pivot qui s'assortit de larges privilèges et d'une grande responsabilité, des privilèges qui sont conférés notamment par ce monopole d'exploitation du droit patrimonial, qui est super puissant en termes commerciaux, et une responsabilité évidemment à l'égard des autres acteurs, à l'égard des artistes et des usagers, parce que évidemment si ça foire au milieu, ça foire partout en fait. Bon. Large responsabilité, le large privilège, une grande responsabilité, que font-ils ces exploitants de ces privilèges et de cette responsabilité? Écoutez, prenons un exemple peut-être. Je vous propose Maurice Ravel. Bon, Maurice Ravel, fameux compositeur français, est-il besoin de le présenter? Crac. Maurice Ravel meurt, il meurt en 1937. Alors, que se passe-t-il alors? Vous allez me dire, peut-être, je sais pas, peut-être ses enfants vont hériter de ses droits d'auteur. Ah non, parce qu'il n'avait pas d'enfants. Alors, je m'en vais vous narrer la rocambolesque histoire de la succession des droits de Maurice Ravel. Je vous ai fait des petites fiches personnages pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Voilà. Hop. Alors, Maurice Ravel, fameux compositeur français donc, meurt en 1937, et il va léguer la quasi-totalité de ses droits à son frère Édouard Ravel, hormis une petite partie des droits d'édition qui demeurent la propriété de son éditeur de l'époque, René Domange. Alors, écoutez, Édouard,
et somme toute un chic type, enfin voilà, c'est un riche industriel qui habite dans le sud-ouest de la France et qui va s'attacher pendant les années qui vont suivre à honorer la mémoire de son frère, notamment en transformant la maison de celui-ci en musée. Tout se passe bien jusqu'en 1954, où Édouard et sa femme sont victimes d'un grave accident de voiture. Voilà, donc ils deviennent grabataires et ils ont besoin de soins constants et réguliers. Et ils vont embaucher pour cela Jeanne Taverne, qui est aide-soignante, masseuse également. Bon, elle fait plein de trucs. Pour venir s'occuper d'eux, Jeanne qui va venir en fait rapidement avec son mari, Alexandre Taverne, qui lui est chauffeur, homme à tout faire, tout ça. Quelques années plus tard, Madame Ravel meurt. Pardon. Elle meurt, et puis Édouard, il reste un peu tout seul, quoi. Alors du coup, il propose aux tavernes d'emménager avec lui. Hop, ce qu'ils font pour lui prodiguer un peu de réconfort, de soins et d'affection. Quelques années plus tard, nous sommes en 1957, c'est donc le 20e anniversaire de la mort de Maurice. Et Édouard est invité à une cérémonie de commémoration officielle à Paris. Alors il essaie de s'y rendre, et puis au cours de la cérémonie, il se déplace avec difficulté, vous voyez, mais au cours de la cérémonie, il fait un discours un peu solennel dans lequel il déclare avoir l'intention de léguer 80% des droits de son frère à la ville de Paris en vue de la création d'un prix Nobel de la musique. Waouh! C'est un tonnerre d'applaudissements, l'annonce fait sensation, c'est une excellente idée, c'est super. Édouard rentre chez lui et quelques temps plus tard opère un volte-face saisissant puisqu'il rappelle, il dit qu'il a changé d'avis, il désigne Jeanne Taverne comme sa légataire universelle. Waouh! Alors scandale dans les journaux, enfin je veux dire l'affaire fait grand bruit à l'époque, l'inquiétude grandit quand on apprend que Édouard prévoit de se marier avec Jeanne qui a entre-temps divorcé avec Alexandre. On se dit, ah bon, d'accord, oui. Bref, René Domange, l'éditeur, se fend d'une tribune au vitriol dans la presse, dans laquelle il dit en substance, mais enfin, Édouard, mais ressaisissez-vous, cette idée de prix Nobel de la musique était extraordinaire, pourquoi l'abandonner? Et puis, qu'est-ce qu'elle a à voir, Madame Taverne, avec les œuvres de Maurice? Je sais pas, non, oui, non. Non, enfin, en tout cas, tout ceci en pure perte, puisque Édouard va mourir quelques années plus tard, sans avoir changé d'avis. Et c'est bel et bien Jeanne et Alexandre, parce qu'après la mort d'Édouard, ils se sont remariés, figurez-vous. C'est Jeanne et Alexandre qui héritent d'une très grande partie des droits de Maurice Ravel. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est quand même considérable. Maurice Ravel est le premier contributeur aux revenus perçus par la tristement célèbre SACEM. On estime les revenus générés par les œuvres de Maurice à 3 millions de francs par an. En 1960, c'est colossal. Rien d'étonnant donc qu'au moment de l'annonce de l'héritage, d'obscurs arrière-petits-neveux suisses de Édouard et Maurice se manifestent et intentent un procès en captation d'héritage à Alexandre et Jeanne. Alors que se passe-t-il quand il y a comme ça un contentieux lié à la perception des droits d'auteur sur une œuvre? Eh bien, la SACEM va bloquer les revenus en attendant la résolution du conflit. Donc en 1960, les revenus générés par les œuvres de Maurice Ravel sont placés sur un compte spécial bloqué à la SACEM. Et qui s'occupe de cette opération? Eh bien c'est Jean-Jacques Lemoine, qui est directeur juridique à l'époque de la SACEM depuis déjà une vingtaine d'années. Et le procès va s'éterniser pendant 10 ans, figurez-vous. 10 ans au cours desquels Jean-Jacques Lemoine va du coup avoir l'occasion d'observer les revenus s'accumuler sur ce compte bloqué, quoi. Bon, voilà. En 1970, les plaignants sont déboutés une dernière fois, crac, et c'est bel et bien Alexandre Taverne qui empoche le magot, estimé à 40 millions de francs, je crois. Voici notre homme, donc richissime et seul. Et oui, seul, parce que Jeanne est morte, elle aussi, quelques années auparavant. Pas de chance. Seul, il ne va pas le rester très longtemps. Un avocat mystère a tôt fait de venir frapper à la porte d'Alexandre pour lui offrir ses conseils. N'est-ce pas? Alors lui, il est spécialisé en droit d'auteur et gestion de patrimoine. Qui se cache derrière cet avocat mystère? Je vous le donne en mille. Il s'agit
de Jean-Jacques Lemoyne qui vient de démissionner de son poste de directeur juridique de la SACEM pour devenir avocat au barreau de Paris. Jean-Jacques et Alexandre vont donc faire équipe et vont commencer par intenter un procès à René Domange, l'éditeur, pour une remise à niveau des droits d'édition. Voilà, et ils vont le gagner, ce procès, c'est-à-dire lui, il va en avoir un petit peu moins des droits, et lui, il va en avoir un petit peu plus. Et alors, à partir de là, tout s'embrouille un petit peu, parce que Jean-Jacques va fonder la société Arima, un petit peu en loose dé dans le dos d'Alexandre, si j'ai bien compris, Artist Right International Management Agency, donc là, qui ne gère a priori que les droits de Maurice Ravel en réalité. Et cette société va avoir tôt fait de se décomposer en une myriade de sociétés, écrans, boîtes aux lettres, cises dans les pires paradis fiscaux. Il est donc très compliqué d'avoir une vision claire de la situation actuelle. On estime cependant que Jean-Jacques Lemoyne s'est taillé une belle part du gâteau, un gâteau qu'il partage avec Georgette Taverne, qui a eu le bonheur de se remarier avec Alexandre. Avec Alexandre s'est remarié, lui. Voilà. Elle était coiffeuse. Voilà. Et maintenant, d'ailleurs, c'est sa fille en fait qui a hérité des droits. Evelyne Penn de Castel. Bref. Il reste un dernier personnage à vous présenter dans cette rocambolesque saga. Il s'agit de Jean-Manuel de Scarano. Alors lui, il est éditeur de musique. Il a racheté les éditions René Domange dans l'histoire, et du coup il a mis la main sur un fragment des droits de Maurice qui restait. Et vous vous souvenez ah oui, non, parce que Jean-Manuel est excellent lobbyiste, il faut dire, voilà, il a été président pendant 20 ans de la Chambre syndicale des éditeurs de musique de France. Vous vous souvenez de cette loi en 1995 qui a repoussé le délai légal de protection de 20 ans? Eh bien, il y a un sénateur qui était rapporteur de cette commission de loi qui raconte dans ses mémoires qu'il a écrit récemment avoir reçu à l'époque les représentants de la profession, et donc notamment Jean-Manuel de Scarano, qui l'avait, dit-il, convaincu de la nécessité absolue de repousser de 20 ans le délai de protection, arguant que c'était une question de survie pour le secteur de l'édition. Il est cocasse de noter qu'effectivement, en 1995, les œuvres de Maurice Ravel étaient à quelques mois de tomber dans le domaine public, et que ces 20 années supplémentaires représentent une plus-value de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les ayants droit, ici, c'est-à-dire pour des gens dont on pourrait se poser la question de la légitimité. Bon, voilà. Peut-être que les plus observateurs d'entre vous vont me faire la remarque « Hop, tic, tac, puis ou non, ça va pas. » Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est ça. Vous en avez entendu parler, les œuvres de Maurice Ravel sont tombées dans le domaine public en 2016, très récemment. Et voilà, et du coup, vous allez me dire « Ah ben non, je veux dire, ça va pas. Il est mort en 1937. On avait dit 70 ans après la mort. Donc ça fait 2007, pas 2016, n'importe quoi. » Et oui, mais on voit que vous n'êtes pas familier avec la notion de prorogation pour délai de guerre. Et voilà, on estime que pendant la guerre, les œuvres n'ont pas pu être correctement exploitées, et du coup, on repousse le délai d'autant. Et donc là, oui, c'était 39-45, donc ça fait 6 ans. On va arrondir à 8 ans et demi, quoi, voilà. Et du coup, 2007 plus 8 ans et demi, ça nous emmène au 21 avril 2016. Voilà. D'accord. Bon, allez, donc voilà ce qui se passe, voilà comment ça marche. Oui, effectivement. Bon, alors évidemment, attention, hein, je vous ai évidemment sélectionné un des pires exemples de succession. Bon, des pires exemples tels que celui-là dans le domaine des droits d'auteur, il y en a quand même un sacré paquet, quoi. Vous avez entendu parler d'Anne Frank, peut-être, Hergé, enfin Tintin, Bertolt Brecht, Stieg Larsson, enfin bref, j'en passe, et des bien pires. Bon, bref. Mais de nouveau, et pour tenter d'équilibrer un petit peu, on peut quand même faire le constat qu'en 300 ans d'existence, le droit d'auteur, bon an mal an, a fait son office, n'est-ce pas? Et il a quand même réussi à maintenir un semblant d'équilibre entre les trois grands acteurs, quoi, du droit d'auteur. Un équilibre, en tout cas, qui, depuis, mettons, une vingtaine d'années, semble, si pas rompu, au moins en danger, quand même. C'est-à-dire, c'est saisissant. Il y a 30 ans, personne ne parlait de droit d'auteur. C'était vraiment un sujet réservé aux spécialistes. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Ça défraie la chronique. Il y a des faits divers, on en parle, machin. Il y a vraisemblablement quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé en 1995 au-delà de l'extension du délai légal de protection?
Eh bien, 1995, c'est également l'année de l'adoption massive de Netscape, c'est-à-dire le premier navigateur Internet grand public. Donc là, vous êtes tous en train de frémir en vous disant « Oh mon Dieu, il va quand même pas nous servir une énième fois le gros cliché de la révolution Internet. » Eh bien si. Je vais vous servir une énième fois le gros cliché de la révolution Internet, mais avec plaisir. Parce que je trouve qu'en dépit du fait qu'on en parle à peu près tous les jours, je trouve qu'on ne se réjouit pas suffisamment de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est là, Facebook, Twitter, Web 2.0, je sais pas, Open Data, oui, la blockchain, oui, non mais d'accord, certes c'est excitant tout ça, mais attendez, quand même, en réalité, ce qui se passe, c'est la 4e révolution médiatique majeure à l'échelle du genre humain, quoi. Bon, ouais, d'accord. Non mais attends, parce que regarde, si on refait vite fait le résumé des épisodes précédents, la première révolution médiatique, c'était, il y a assez longtemps certes, c'était le langage articulé. On est passé de à tu devrais te couvrir, tu sais, il fait pas si chaud dehors. Et c'était génial, les gens ont adoré. D'ailleurs, tout le monde ne parlait que de ça à l'époque. Les gens disaient « t'as vu, regarde, il se passe un truc incroyable, je parle. Ah ouais, tiens, super pratique. Oh, moi aussi, génial. » Et le langage articulé nous a donné soudainement accès à plein de nouveaux outils. Donc l'abstraction, la conceptualisation, la hiérarchisation, enfin plein de nouveaux outils ont soudainement été débloqués dans cette espèce de grand jeu de construction de la civilisation humaine. C'était génial. Et si vous avez aimé la première, vous allez adorer la deuxième. L'invention de l'écriture, et donc c'était l'abolition soudaine des contraintes spatiales et temporelles qui pesaient sur la communication. C'est-à-dire qu'avant, pour communiquer, on était obligé d'être au même endroit et au même moment. Avec l'écriture, on pouvait communiquer avec des gens qui étaient ailleurs ou dans une autre temporalité. Et c'était dingue! Et l'écriture nous a donné accès au stockage de l'information, à la pédagogie, à la diffusion du savoir. Et donc, même chose, c'est tout un champ des possibles qui s'ouvre. Et c'est toute la pensée et les activités humaines qui sont complètement révolutionnées par ce nouvel outil médiatique. 3e révolution, on l'a vu tout à l'heure, l'imprimerie, et donc l'augmentation exponentielle de la capacité de reproduction et de diffusion du savoir et des connaissances. Et donc même chose, chamboulement philosophique, révolution à tous les étages, grand feu de joie. Et donc toutes ces presses à imprimer qui s'installent un peu partout sont autant de torches de la connaissance qui s'allument et qui viennent progressivement illuminer l'Europe et le monde. Oh. Mais purée, mais aujourd'hui, avec Internet, on n'en est plus aux torches de la connaissance. Internet, c'est le lance-flamme de la connaissance. C'est le napalm du savoir. La planète entière est en train de s'embraser dans des échanges fiévreux de connaissances, d'art, de savoir, de culture, etc. C'est quand même incroyablement génial. Mais là où je trouve qu'on ne se réjouit pas suffisamment, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit une révolution médiatique en étant en mesure de s'en rendre compte. Et ouais, parce que pour les 3 précédentes, ça s'est pas du tout passé comme je l'ai raconté. Ah, regarde, ouais, je parle, super. Non, le temps que ça se mette au point techniquement, le temps que ça pénètre les couches sociales, que ça se répande à la surface de la planète, ça prenait beaucoup trop de temps. Personne ne se rendait compte qu'il était en train de se passer quelque chose. Personne ne pouvait vraiment se réjouir que nous, on le peut. Depuis 20 ans, on est aux premières loges pour assister à une révolution médiatique d'une ampleur phénoménale qui, comme les précédentes, va tout changer, tout, et on s'en réjouit à peine. On est là, ouais, Facebook, Twitter, je sais pas, mais merde, on devrait tous immédiatement sortir dans la rue et arracher nos vêtements en hurlant de joie. Je trouve. Il n'est pas cassé, hein. Il avait déjà fait ça. Ah, il est peut-être un petit peu cassé, en fait.
un petit pignon. Là. Ah, bah si, ah non, il n'est pas cassé. Pardon. On le fait. Sortir dans la rue. Si vous voulez, on le fait après, quoi. Bon, bref. En tout cas, donc voilà ce qui a changé. Et voilà le nouveau contexte qui jette un éclairage radicalement neuf sur tout, hein, bon, en réalité, mais en particulier sur les mécaniques liées au droit d'auteur, quoi. Alors, quels sont les paradoxes qui saillent à la lueur de ce nouveau contexte? Pour en illustrer quelques-uns, eh bien, je vous propose de vous montrer un petit dessin animé qui constituera d'ailleurs une chouette introduction à la toute dernière partie de mon intervention où on va parler, vous allez voir, de rivalité des ressources. C'est hyper intéressant. Voilà, alors ce petit dessin animé, je l'ai en réalité adapté pour feuille A3. Voilà. Je vais vite vous présenter les personnages. Vous remarquerez qu'ils sont diversement pourvus. Parce que lui, par exemple, il a des oreilles et des pieds, alors que lui, il n'en a pas. Par contre, lui, il a un ventre et puis des mains, alors que lui, non. J'attire votre attention sur le fait que lui, il dispose d'un nez, ce dont lui est dépourvu, et ça va vraiment être le twist initial un petit peu. Je vais peut-être rapidement passer en revue les paroles pour les non-anglophones, parce que ça s'appelle « Copying is not theft », donc « copier n'est pas voler ». « Stealing a thing leaves one less left », voler un truc, ça fait un truc en moins. « Copying it makes one thing more », le copier, ça fait un truc en plus. « That's what copy is for », c'est à ça que sert la copie. Après, ils disent « Copying is not theft », copier n'est pas voler. « When I copy yours, you have it too », quand je copie le tien, toi tu l'as encore. « One for me and one for you », un pour toi, un pour moi. « That's what copy can do », c'est ce que peut faire la copie. Pour la suite, je pense que vous allez vous débrouiller avec les dessins. Il est question d'un sordide vol de bicyclette. Bon, alors attention, c'est lui qui commence à chanter en premier. Okay. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying, it makes one thing more. That's what copy is for. Maintenant, c'est lui qui chante. Et copying is not theft. When I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copy can do. Et if I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Alors après, je n'ai pas dessiné parce que c'était un peu fastidieux, les bicyclettes se multiplient comme ça à l'infini, ça fait « Making more of a thing, that is what we call copying, sharing ideas with everyone, that's why copying is fun ». Voilà. Alors vous allez me dire « Ah tiens, ça parle de rivalité des ressources ». Oui. Effectivement, c'est peut-être pas clair de prime abord. Même d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de rivalité des ressources? Vous voyez, nous autres, les êtres humains, on peut distinguer en deux catégories les ressources qui sont à notre disposition. On a les ressources non rivales, pardon, celles-là, ce sont les rivales. Les non-rivales sont de l'autre côté. On a les ressources rivales de ce côté-là et les ressources non-rivales de l'autre. Une ressource rivale, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand on consomme la ressource, la quantité de cette même ressource disponible pour les autres décroît. Exemple, les pépitos. Quand on consomme un pépito, ça fait un pépito de moins disponible pour les autres. Autre exemple, les places de parking. Donc, elles sont en nombre limité dans un secteur géographique. Quand on se gare sur une place de parking, ça fait une place de parking en moins disponible pour les autres. Donc ça, ce sont vraiment les ressources majoritaires dans la société, les biens de consommation courante, la nourriture, les bicyclettes, tout ça est sujet à la rivalité. D'un autre côté, on a les ressources non rivales, ce qui implique que la quantité disponible ne varie quasiment pas ou de façon négligeable, même si on accède à la ressource. Par exemple, l'air que nous respirons, quand on considère la ressource globale qui se renouvelle sur un cycle assez court, effectivement, la quantité disponible varie de façon négligeable, quoi. Ce qui se passe en général, c'est qu'avec les ressources rivales, on met en place un système de gestion d'accès à la ressource pour garantir une répartition plus ou moins équitable. Par exemple, avec les pépitos, on s'appuie sur un système organique et autogéré qui s'appelle la politesse.
Et donc, grâce à ce mécanisme, on s'assure que personne ne se jette sur les pépitos pour tous les manger d'un seul coup, ou ne vide le saladier dans son sac pour les emporter chez lui ou elle. En ce qui concerne les places de parking, on a noté que la politesse fournissait de moins bons résultats, et du coup, on formalise un petit peu, voilà, il faut payer son stationnement, et puis après, il faut partir, et puis comme ça, on organise un roulement pour garantir un accès plus ou moins équitable à la ressource. Alors évidemment, c'est toujours un peu fastidieux d'avoir à se plier à un système de gestion d'accès à la ressource, devoir être poli ou payer son stationnement. Mais que voulez-vous, il faut quand même bien qu'on s'organise, sinon c'est la foire d'empoigne. Ce qui est génial avec les ressources non rivales, c'est que rien de tout ceci ne s'applique. La quantité disponible ne varie quasi pas, ou peu, ou pas du tout, et du coup, on n'a pas besoin de s'emmerder avec un système de gestion d'accès. Par exemple, on ne dit pas « Ah, à partir de maintenant, c'est 1 centime d'euro l'inspiration », pour inciter les gens à respirer parcimonieusement. Non, l'air qu'on respire, c'est on peut respirer comme on veut, on peut prendre de grandes inspirations, personne ne va nous dire « Oh là là, tu respires un peu trop, il n'y en aura pas assez pour tout le monde ». Non, et voilà, donc la non-rivalité implique un accès libre, permanent et illimité aux œuvres. C'est un vrai luxe, c'est une vraie bénédiction, quoi. C'est génial. Eh bien, figurez-vous que le truc de malade avec les œuvres de l'esprit, c'est qu'elles appartiennent à cette catégorie. Non, si. Les œuvres de l'esprit ne sont pas sujettes à la rivalité. Alors ici, attention, il va falloir opérer avec soin la distinction entre les œuvres de l'esprit, qui sont non rivales, des éventuels supports physiques sur lesquels elles sont peut-être fixées, ou desquels parfois elles sont carrément dépendantes, qui, ces supports physiques, sont en général rivaux. Si on publie une œuvre littéraire en 10 exemplaires, ces 10 exemplaires seront sujets à la rivalité. Si moi j'en prends un, il n'y en a plus que 9 pour les autres. Mais l'œuvre elle-même reste non rivale. On pourrait toujours imaginer d'en imprimer davantage d'exemplaires ou de la publier sur Internet. Et là, magie, le support physique disparaît. Et donc sa rivalité afférente disparaît. Ou plutôt non, en fait, il ne disparaît pas, mais il se dilue dans l'architecture du réseau. Et c'est ça qui a changé depuis 1995. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, certaines œuvres peuvent être complètement déconnectées de leur support physique et copiées pour un coût technique proche de zéro. Si on faisait l'analogie potentiellement foireuse avec les biens matériels, c'est un peu comme si on avait, depuis 1995, une baguette magique qui nous permettait de copier sans effort et gratuitement, par exemple, des bicyclettes. Alors voilà, tu as une bicyclette, un coup de ma baguette magique, j'ai exactement la même. Est-ce que j'ai volé la tienne ? Non, toi tu l'as encore. Cette baguette magique, si elle existait, elle annulerait complètement la rivalité de la ressource bicyclette. On aurait tous et toutes des super vélos. Vous voulez des vélos ? C'est parti, on serait tous et toutes super contents, sauf peut-être les fabricants de bicyclettes. On y vient. Et en fait, voilà, donc en gros, depuis 1995, c'est un peu comme si on avait découvert un petit jardin d'Éden fabuleux, bien niché dans un recoin de notre massif montagneux. Et alors, dans ce petit jardin fabuleux, c'est la fête de l'accès libre aux œuvres, quoi. Waouh! Parce qu'on en est là, c'est ça. Avec les œuvres de l'esprit sont nos bicyclettes et Internet, c'est notre baguette magique. Et du coup, dans ce jardin d'Éden, on regarde, je vais regarder ça, tiens, je vais écouter ça, non, plutôt ça, miam, gloom, grave, gloom, miam, waouh! Quelle volupté, quelle joie, quel plaisir. Et en fait, non. Pourquoi non ? Parce que qu'est-ce que vient faire le droit d'auteur ? Parce qu'il dit non, mais ça va pas ou quoi ? L'accès au jardin d'Éden est strictement interdit. On va mettre des clôtures électriques, et puis si vous n'êtes pas content, on va vous envoyer les gardes du parc naturel qui vont vous dresser des procès-verbaux à 300 000 € d'amende. Des procès-verbaux à 300 000 €, bref. Mais non, mais monsieur, c'était le meilleur endroit du parc, arrêtez. Et puis en fait, c'est un peu trop tard. Je veux dire, on a goûté au plaisir coupable du téléchargement illégal, aux joies de l'accès libre. Tiens, j'ai regardé ça, non, je vais écouter ça. C'est un mode de relation aux œuvres qui est génial, et c'est ça qu'on veut.
Bon, évidemment, bien sûr, nous aussi, on était là tout à l'heure, on a dansé la gigue de l'amitié entre les peuples. Oui, il faut rémunérer les auteurs. Et on sait bien que quand on se vautre comme des pourceaux dans le téléchargement illégal, les auteurs ne sont pas rémunérés et que c'est problématique, certes. Mais enfin, quand même, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fournit l'occasion de constater qu'il y a aussi un enjeu crucial à cet endroit-là, l'accès aux œuvres. C'est super important. En plus, on a des outils géniaux qui démultiplient notre puissance, notre rayon d'action. Enfin bon, bref, c'est super important. D'ailleurs, ce qui est cocasse, c'est qu'on va observer une variante de la clé de bras morale qu'on avait tout à l'heure avec des gens, vous vous souvenez, qui nous tordaient le bras en s'appuyant sur l'intérêt supposé des artistes, crac. Et bien là, on va avoir une variante avec d'autres gens, donc typiquement des industriels véreux du web, qui vont nous tordre le bras en s'appuyant sur l'intérêt des usagers, en nous disant vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il faut faciliter au maximum l'accès aux œuvres. Ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous faites ? Du coup, allez, on pète toutes les clôtures, c'est parti, accès libre. C'est pas grave que les auteurs soient pas rémunérés du moment que ça circule un maximum sur nos réseaux et que vous visionniez un maximum de publicité douteuse. Aïe, arrêtez. Bon, c'est pénible. Enfin, je veux dire, j'adore les randonnées en montagne, mais là, c'est vrai que c'est quand même pénible de se faire tordre le bras à tous les recoins du sentier. Par ailleurs, il se fait tard. Je vous propose qu'on redescende. Voilà, vous inquiétez pas, je connais un raccourci, vous allez voir, ça va aller assez vite. Et voilà, et à la redescente, c'est toujours un petit peu la même ambiance, c'est un peu le désarroi, quoi. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? On a bien constaté que tout est important, au final. La rémunération des artistes, reconnaissance et rémunération du travail des artistes, même chose pour les intermédiaires, l'accès aux œuvres, super important. On a constaté que le système actuel laisse à désirer, un peu à tous les endroits, c'est-à-dire que ça fait peser des contraintes sévères sur l'accès aux œuvres. Et puis, en termes de rémunération, on l'a vu, ça autorise des abus manifestement scandaleux. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être ça, c'est probablement ça le plus choquant, et c'est probablement ça aussi le plus compliqué. C'est quand il y a une distorsion de rémunération, quoi. Quand les gens sont vraiment beaucoup trop ou vraiment pas assez rémunérés en regard du travail effectivement fourni. Oui, mais bon, ça, c'est un problème systémique. Ouais, peut-être. Et voilà, et c'est là où on est un peu au bord du gouffre et qu'on constate, avec un mélange d'excitation et de désarroi, qu'en ayant tiré la petite ficelle des droits d'auteur, en fait, il y a toute la pelote suintante et dégoulinante de la question économique globale de la rémunération qui arrive. Et alors là, la rémunération, bonjour, les choix moraux, quoi. Qu'est-ce qui est acceptable, souhaitable moralement comme critère de rémunération ? Quel travail devrait donner droit à quoi ? Comment est-ce qu'on mesure l'utilité sociale d'un travail ? Comment ça se fait, par exemple, qu'aujourd'hui, la richesse soit rémunératrice ? Sans qu'il y ait travail, quoi. Que juste le fait d'avoir de l'argent génère de l'argent. Non, mais en fait, c'est fou parce qu'on est super habitué, mais juste quand on le dit comme ça, on se dit « mais c'est dingue !» On en est où à ce niveau-là, en termes moraux, quoi ? Est-ce que c'est bien, ce truc-là ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Bon, on ne sait pas, quoi. À tout le moins, on ne sait pas. Bon. Le truc avec les massifs montagneux conceptuels tels que celui-ci, c'est qu'on peut s'y promener, comme on vient de le faire, et c'est très agréable. Mais en fait, on peut aussi les construire nous-mêmes, en fin de compte. Ces trucs-là, c'est nous qui les construisons, on les construit, on les déconstruit, on les reconstruit, on les réinvente. Et c'est ça qui se passe avec le massif des droits d'auteur. Aujourd'hui, il y a plein d'idées, d'initiatives, de propositions qui voient le jour à droite à gauche. Des trucs, regardez par exemple là, ça c'est les Creative Commons. Ah, d'accord. Ici, regardez là, waouh, on a le financement contributif. Là, on a cette idée de licence globale qui arrive là. D'accord. Et puis là-bas derrière, allez, il y a le revenu de base qui arrive. Ah, pas mal, joli, ouais. Et Internet constitue un belvédère fabuleux pour observer tous ces morceaux de montagne qui surgissent à droite à gauche. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir un massif montagneux émerger devant nos yeux. On vit décidément une époque formidable, on devrait se réjouir davantage.